Bonjour, bienvenue à Juste Milieu. Aujourd'hui, on va, Fanny Barrette de chez Doc Service Conseil, on va ensemble, toi et moi, regarder, faire un survol peut-être de notions plus pointues, plus pratiques de ce qui peut être fait justement pour s'assurer que notre milieu de travail soit sain et respectueux. Donc, je ne sais pas si tu veux me donner, mettons que je suis un entrepreneur, j'ai une petite entreprise, toute petite équipe. Je commence par quoi? Bien, premièrement, on a le levier de la politique qu'on a instauré en entreprise. Allez-y avec ça. C'est un outil avec lequel on va pouvoir aller chercher d'autres types de leviers, finalement, puis aller mobiliser les employés eux-mêmes pour voir, bien, eux, c'est quoi leurs besoins par rapport à la prévention du harcèlement. Il y a des milieux où, justement, si on a affaire avec la clientèle, bien, ça va peut-être nous interpeller parce que là, les préoccupations des salariés, ça va être, bien, qu'est-ce que je fais si le harcèlement provient de l'extérieur de l'organisation, du client, mais ça peut être aussi que, bien, il y a eu des nouveaux employés dans notre équipe récemment. Bien, comment on fait pour les intégrer, pour faire en sorte que les changements qu'on a vécus dans les dernières années, bien, on est capable d'avancer ensemble, finalement, de bien s'adapter, de bien s'ajuster. Fait que moi, je prendrais la politique, vraiment, ça peut être sous forme d'une petite rencontre, un petit dîner ensemble, de dire, bien, écoutez, on ne veut pas faire ça trop gris, on va faire une discussion, on a des politiques, même dans l'accueil et l'intégration d'un employé, ça peut être une belle opportunité de s'asseoir, avoir la discussion, de dire, bien, pour nous, par exemple, c'est quoi la civilité? C'est quoi faire preuve de courtoisie? C'est quoi se respecter au travail? Puis, ça peut avoir l'air très simpliste, un peu peut-être inutile comme conversation, mais au contraire. Mais non, au contraire. Exactement. Ça ouvre, ça permet aux gens de dire, bien, écoute, c'est vrai que moi, le respect, voici comment je le définis. Puis souvent, dans nos manuels d'employés, on a des belles valeurs dans lesquelles on tient, mais là c'est vraiment... respect. Oui, mais respect, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut peut-être pas dire la même chose pour moi. Puis là, c'est d'aller chercher des comportements qui sont observables, de dire, bien, on va se dire bonjour le matin quand on se voit. Quand tu vois que l'autre est préoccupé, stressé, bien, je vais faire attention de ne pas te rajouter plein de dossiers sans aller d'abord valider que tu as les capacités, tu as les ressources pour le faire. C'est peut-être de prendre soin de dîner les uns avec les autres parce que nous, on aime ça se rassembler. Mais peut-être que c'est pas ça notre besoin. Nous, peut-être que c'est de se dire, parfait, à qui je dois me référer si je sens le besoin? Par exemple, ça pourrait être toi dans ton organisation. Julie, parfait, ton numéro de téléphone, ton courriel. Puis pour certains salariés, ça va répondre aux besoins. Mais on doit ouvrir la discussion puis le faire de façon quand même répétée. Donc, pas une fois ou 10 ans. On recommande d'avoir ces discussions-là quand même au moins une fois par année. Ça peut être en début d'année, si vous avez des activités, barbecue, un petit café, un lunch. Tu ferais ça à ce moment-là? Ben oui, dire, écoutez, on a eu une belle année derrière nous. Faire le bilan, mais dire, bien, regardez, pour la prochaine année, voici ce qu'on peut se donner comme défi ensemble, de dire, bien, on veut être plus tricoté serré, ou au contraire, on veut peut-être plus faire de reconnaissance. Hein. On a vu dans les facteurs de risque, bien, c'est important, ça, qu'il y ait de la reconnaissance entre nous. Si on sait qu'on est exposé à une clientèle qui est vulnérable, difficile, qu'il y a des comportements, justement, qui nous amènent à nous sentir persécutés, bien, peut-être qu'on pourrait se faire un petite activité de réflexion, mais on répond comment à ces clients-là. Fait qu'entre nous, là, d'être des alliés, puis faire en sorte exactement qu'on puisse mobiliser. Fait que comme gestionnaire, ça nous décharge aussi, impliquer, lancer la balle aux gens pour qu'eux s'approprient leur levier. Puis ça va leur parler plus qu'une politique qui, parfois, elle a toute sa légitimité, elle a son utilité, son importance, mais c'est pas assez concret, c'est pas vivant tant qu'on n'a pas... ancré dans la réalité. Exact. Tant qu'on ne se l'est pas approprié. Vraiment. Avec la pandémie, il y a eu, l'obligation de faire du télétravail. Et ça a permis de voir certaines choses. Bon, il y a eu des enjeux, justement, s'assurer que tout le monde était bien installé en télétravail. C'était bien important, ça. Mais ça a permis aussi d'entrer chez les gens, chez nos employés.
sans jouer au voyeur, c'est pas ça, mais ça nous a donné comme une vitrine pour observer s'il y avait des comportements, justement, qu'eux vivaient à la maison, des comportements difficiles. Je sais que c'est pas le propos nécessairement de l'émission aujourd'hui, mais quand même, ça en fait partie, ça fait partie des préoccupations qui doivent s'attacher. Il doit y avoir une politique qui réfère à ça, qui peut venir s'attacher à cette politique-là ou à tout le moins être en annexe, je ne sais pas. On peut joindre. Bien, c'est ça, tu sais, quand on veut prévenir la violence... C'est ça, la violence conjugale, c'était de ça que je voulais parler. OK, parfait. Peu importe la nature de la violence, c'est comme employeur, comme collègue, en fait, comme citoyen de ce monde, je dirais, j'extrapole beaucoup ici. C'est sûr que je sors du contexte de la loi sur les normes du travail, mais on peut toujours être en soutien, on peut toujours être des alliés, au sens maintenant de ce qu'on doit faire comme employeur. Bien oui, il y a la politique d'harcèlement, évidemment, le traitement des plaintes, mais on peut aussi ajouter la politique de violence conjugale, familiale, puis d'ailleurs, ça fait partie de la loi. Donc, avec le projet de modernisation, on va aussi devoir se doter de cette politique-là. Bon, on voit des approches différentes où il y en a qui vont vraiment avoir plusieurs politiques, justement, qui traitent de chacune de ces spécialisations-là, d'autres qui vont unifier, puis avoir une approche vraiment de prévention de la violence sous toutes ses formes, qu'elle provienne de l'intérieur, de l'extérieur, etc. On veut être en soutien. Oui. Mais il y a des beaux organismes, il y a de belles ressources pour ça, vraiment. Vraiment, j'encourage les gens à aller regarder. Il y a des belles formations en ligne aussi qu'on a fait ici, même dans la région, des organismes. Aller cogner aux portes, appeler pour aller chercher ces ressources-là. Au niveau aussi du site de la CNESST, bien entendu, là, il y a une foule de ressources là, aux besoins. Tout à fait. Donc, on revient à la CNESST. Le site est vraiment complet puis nous permet justement de bâtir quelque chose si on n'a pas les moyens, encore une fois, de s'adresser à un spécialiste. Mais on recommande très fortement de faire appel à des gens dont c'est le métier. On ne peut pas s'improviser expert en ressources humaines. C'est chacun son métier. Donc, sur le site de la CNESST, ils vont adresser, je regarde ici, des obligations de moyens pour lesquelles l'employeur se doit d'agir. Oui, tout à fait. Puis notamment, le fait d'avoir sa politique, de l'afficher, ça, c'est obligatoire. Et de plus en plus, on va aller dans une approche aussi, on veut former les gens. Donc, parce qu'on le sait, c'est bien d'avoir une politique, sauf que souvent, bien, si on ne la rend pas vivante, bien, ça tombe dans l'oubli. Et on sait très bien aussi qu'une politique, le fait d'adopter une politique, c'est pas ça qui va être le moteur d'un changement de comportement. Okay? Ben, c'est pas parce que mon employeur arrive avec une belle politique, oui, c'est ça, aussi jolie, aussi fonctionnelle, efficace qu'elle puisse être. Ça reste un document qui, même parfois, arrive dans une espèce de changement de mentalité. Parce que si, par exemple, chez nous, on se permettait de faire des blagues, bref, on se permettait d'être dans des types d'interactions qui peut-être, là, on se dit, on devrait faire attention. Bien, ça se peut qu'on ait besoin d'en parler aussi pour se l'approprier. Puis justement, que le message, ce ne soit pas un message de peur ou de crainte que... Non, c'est ça! OK, bien là, on ne peut plus rien se dire, on peut plus se être faire des blagues, bien, c'est ça, exact. Oui, c'est pas ça qu'on dit, là. Non, puis on ne veut pas rendre nos milieux de travail fades, sans vie, sans plaisir. Donc, on va juste vouloir discuter de ça. Puis moi, je trouve que de commencer avec des petits ateliers, ça peut être des petites capsules qu'on peut distribuer, qu'on peut rendre accessibles pour les employés. Des capsules, tu veux dire, sur le site de la CNESST? Oui, il y en a dans le fond, exactement. Il y a des capsules qui sont disponibles, mais on pourrait s'en faire une nous-mêmes, chez nous. Adaptée à notre réalité. Oui. Faire impliquer les jeunes, mon Dieu, c'est quasiment c'est un beau projet. Oui, puis en fait, ça fait en sorte que les gens, vont se l'approprier, mais c'est facile après, dès qu'on intègre, on accueille un nouvel employé, bien, ça fait partie du processus, puis à chaque année, on peut bonifier. Ça peut être une forme de rencontre informelle, de dire, bien, une fois aux 3 mois, 4 mois, 6 mois, on se fait un dîner, lunch ensemble, puis il y a quelqu'un qui va être responsable d'aller chercher de l'info sur tel sujet qui nous préoccupe. Ça peut être un élément sur comment nous, on peut définir la civilité dans notre travail. Ça a l'air d'un exercice bien théorique, là, mais dans les faits, c'est une belle conversation d'équipe, de groupe à avoir qui, finalement, rend le sujet intéressant puis surtout accessible. Parce que c'est ça le danger d'aborder le harcèlement dans une approche plus moralisatrice, que les gens se disent, bon, bien là, encore des choses qu'on me dit de faire, de respecter, mais au final, il y a des choses que
tout le monde on fait déjà en se disant bonjour, en étant courtois, etc. Mais on doit quand même se donner des balises qui sont claires. Par exemple, en entreprise, bien, ça peut être de dire, est-ce qu'on aurait besoin d'un comité au niveau du bien-être, de la prévention, du harcèlement? Est-ce que ça pourrait être une initiative intéressante? Bien, parfait, ça peut motiver, reconnaître des talents des gens qui ont le goût de peut-être s'engager dans autre chose que leur juste liste leur travail, leur exactement, liste de tâches. Exactement. Fait que ça, c'est des moyens qu'on peut prendre pour aussi soutenir là, la prévention du harcèlement là, au travail, que ce soit psychologique ou sexuel. Mais c'est vraiment, au final, on veut promouvoir le vivre ensemble par toutes sortes d'initiatives. Puis ça, bien, il y en a autant que d'êtres humains, que de travailleurs. Puis on laisse aller la créativité, puis on laisse aux gens la chance de s'approprier aussi ces questions-là. Fait que ça peut être une approche intéressante. Qu'on soit une très, très petite entreprise, qu'on fasse ça sur le coin de la table de lunch ensemble, ou que ce soit des initiatives organisationnelles, réfléchies, avec lesquelles on va se doter d'indicateurs de succès, comme vraiment une bonne gestion de projet en bonne et due forme. Donc, on y va avec nos ressources, nos moyens, nos besoins, nos moyens aussi, puis les outils à notre disposition qu'on va adapter là, au mieux de nos capacités. Puis ça, dans le fond, le meilleur moment pour, bien, à part le fait que, bon, si l'entreprise existe déjà et tout ça, c'est une chose, mais c'est soit dès le départ ou alors à travers, bon, toute la réflexion du manuel de l'employé. Puis là, quand on accueille, parce que le nombre de fois, tu sais, on accueille des employés puis on leur montre, ah, regarde, nous, on a pensé à tout, une super belle politique, tac, 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 mais tu peux la retrouver là. Lis ça. Puis, en bout de piste, il faut s'impliquer davantage, même en tant que gestionnaire, puis prendre le temps de passer à travers ça, puis de répondre à des questions si jamais il y en a. Oui. Puis là, ça, je parle de la responsabilité de l'employeur. Mais l'employé, il y a une responsabilité aussi. Tout à fait. Donc, il doit un peu doit regarder ça. Oui, puis... comme on a un permis de conduire, ça veut dire qu'on est conscient et au fait du code de la route. Bien, la même chose quand on arrive en entreprise, on a un emploi, bien, il y a des politiques. On doit s'informer. Certains employeurs vont choisir de faire signer d'ailleurs les politiques comme gage là, justement de mobilisation puis du fait qu'ils ont bien eu les informations. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être une belle pratique à mettre en place. C'est surtout le dialogue et la conversation, moi, je dirais, qui est essentiel. Donc, de s'asseoir avec l'individu, s'assurer que nos gestionnaires, les dirigeants sont bien au fait de ça, qu'ils comprennent vers qui se tourner, même eux. Si deux de leurs employés, des membres de leur équipe, vivent une situation présumée que l'un des membres souhaite déposer une plainte, même comme gestionnaire, on doit être prêt à répondre de ces questions-là, réorienter vers la personne ressource désignée dans le cas où c'est ça qui doit se passer. S'il y a des représentants syndicaux qui vont être impliqués aussi. Donc, c'est là où on va tester finalement la politique. La politique, oui. Puis c'est correct. Ça se peut qu'il y ait des choses qu'on se rende compte que c'était pas réaliste. Peut-être qu'on s'est dit, bien nous, dans 10 jours, on va avoir répondu à la plainte, mais finalement, dans un contexte où il manque de monde, on a beaucoup de travail. Ben oui, c'est ça. Tu peux pas deviner. J'ai comme l'impression, là, justement, je me mets dans la peau de l'employeur qui met tout son cœur là-dedans, puis que ça arrive pareil. Oui. Ça doit être la panique. Tu sais, du jour au lendemain, tu fais « Quoi? Pas que tu ne l'aies pas vu, mais comme on a déjà dit dans une émission précédente, c'est pas écrit en gros, en néon, là, ceci est une preuve de harcèlement. Non, là. pas du tout, pas du tout. Oui. Ça doit être, même si tu as la meilleure volonté du monde, ça doit être affolant pour peu que tu aies envie justement de t'assurer que ton organisation elle soit respectueuse puis qu'elle véhicule des bonnes valeurs. Tout à fait. Puis il y a une chose aussi qu'on n'a pas nommée, mais s'il y a besoin d'avoir une enquête, parce que dès qu'une plainte est déposée, ça peut arriver qu'on va rencontrer l'individu qui a déposé la plainte. Évidemment, on va écouter la version des faits, on va prendre connaissance de l'ensemble de ce qu'elle a perçu, vécu. On va aussi devoir rencontrer l'individu à qui les faits sont reprochés pour quand même qu'il y ait justice procédurale là, dans le processus. Ça veut dire que si on a donné le temps des ressources à la partie victime, présumée, bien, on doit aussi offrir la même chose parce que l'autre individu a aussi droit à cette dignité-là quand même, à cette équité. Puis, peut-être que lui, ces gestes-là ont été commis sans qu'il ait conscience de toutes les répercussions, mais qu'au moment où on l'informe, là, il y a une prise de conscience et oui, on peut l'accompagner dans un changement de comportement. Mais il y a des fois où, non, les deux versions des faits ne corroborent pas.
on doit aller se tourner vers un spécialiste, une spécialiste, parce qu'au-delà de l'enquête, mais la relation ne sera pas non plus rétablie nécessairement. Ouais. Évidemment, c'est très important parce que là, on veut que lumière soit faite sur les événements, finalement. Ça va nous aider à prendre des décisions au niveau managérial, administratif, donc c'est essentiel. Mais bref, tout ça pour dire qu'on part de la politique, mais même tout ça doit être précis, puis il y a le test de la réalité. Oui. Donc, quand ça va se passer, quand on va peut-être potentiellement recevoir une plainte, parfait, on active nos processus, on s'assure que tout le monde sait quelles sont les attentes à leur endroit, puis sinon, on réajuste. C'est correct, on est dans un contexte d'apprentissage, exactement. Oui. On se permet d'avoir des questions, mais de faire preuve d'humilité aussi là-dedans. Oh, oui. Toujours le mot juste. Merci, Fanny. Merci, Julie. J'espère que ça va vous aider. Merci infiniment. Salut, ici Émilie Boilard, animatrice de votre magazine d'information Le Régional. Chaque semaine, je vous présente les actualités reliées aux événements tenus sur le territoire des 13 municipalités de la vallée du Richelieu, au travers des reportages et entretiens avec des gens d'ici. Au programme Entrevues dans tous les domaines, que ce soit social, culturel ou politique. Nous sommes là pour être le reflet de votre vallée du Richelieu. Bonjour, merci beaucoup, Lucille, d'avoir accepté mon invitation à venir t'entretenir avec moi. Merci beaucoup à toi, Julie, pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. On se connaît un peu, en fait, pas personnellement comme tel, mais parce qu'à l'occasion, je vais chez Nomade Santé, qui est une clinique ici à Mont-Saint-Hilaire, où vous faites des prélèvements sanguins, tout ça. Donc, tu peux-tu m'en glisser un mot, me parler un peu de Nomade Santé? Donc, Nomade Santé, c'est Ségolène Clos, propriétaire de la clinique, qui l'a créée il y a une dizaine d'années. Donc, elle allait à domicile à Montréal pour faire des prélèvements sanguins et des soins podologiques. Et depuis 6-7 ans, là, elle a son propre local où on accueille les patients à la clinique pour des prélèvements sanguins, de la vaccination voyage, vaccination santé publique. Donc, c'est ça. Et depuis le mois d'avril, on a une infirmière praticienne spécialisée qui est dans notre équipe, donc qui peut prescrire, renouveler des prescriptions, etc. Donc, c'est bien, oui. C'est vraiment un plus-value pour notre clinique. Voilà. Donc, l'émission tourne autour de la prévention du harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail et puis de la gestion des plaintes. Donc, dans toute transparence, quand on s'en est parlé, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? C'est qu'on a découvert qu'il fallait un document écrit et que c'était vraiment une prise de conscience au sein de l'équipe là qu'il fallait. Que ce soit écrit. Parce exactement. Que vous, dans le fond, c'était implicite. Là. Exactement. C'est des choses La communication est toujours limpide. Le bureau de Ségolène est toujours ouvert. Son téléphone, pareil. Donc, c'est vrai que s'il y a des malentendus, des choses qui ne seraient pas forcément dites en face, etc., c'est des choses que Ségolène arrive à gérer à distance ou vraiment au sein de la clinique. Donc, c'est vrai que ça fait partie de ses valeurs, dans le fond, cette communication. Puis, c'est ça, c'est quelque chose qui est, comme tu dis, vraiment explicite puis naturel au sein de la clinique, parce que c'est comme... On est une famille, tout le monde se connaît, on est vraiment une petite équipe et puis assez soudée, donc c'est ça. Mais cette prise de conscience de se dire que même dans un petit milieu, il peut y avoir aussi des conflits et que si on peut avoir un document sur lequel n'importe quelle personne au sein de l'équipe puisse se référer, c'est aussi rassurant de pouvoir... avoir cela. Parce que peu importe, puis tu le mentionnes, vous êtes une toute petite équipe, mais peu importe la taille de l'équipe, premièrement, on doit avoir ça, ce document-là. Puis c'est un guide aussi, puis c'est préférable de le faire avant qu'il y ait quoi que ce soit, parce que c'est un peu comme une convention entre actionnaires qu'on disait hors caméra tout à l'heure. Dans le fond, tu crées ce document-là à la création de ton entreprise. C'est comme... c'est un guide au cas où les choses s'envenimeraient. Bon, tout ça, mais là, tu peux te référer à ça. C'est pas une fois que tout va mal
qu'on peut s'asseoir. C'est sûr. Puis c'est vrai, comme on disait aussi, c'est un 360, c'est-à-dire que c'est autant de l'employeur à l'employé, de l'employé à l'employeur, puis aussi au niveau des usagers, au niveau des fournisseurs. Donc, c'est quelque chose qui nous protège, nous, mais qui peut aussi protéger l'entreprise. Et donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment une réelle prise de conscience de l'intérêt d'un document comme celui-ci. Mais tant mieux. Puis effectivement, vous traitez des usagers. Des gens qui, tu sais, quand on consulte, habituellement, c'est parce qu'on a pas nécessairement qu'on a des ennuis de santé, mais en tout cas... Non. Qui ont un problème quand même. Qui touche à la santé. À la santé, déjà, on est comme un peu en position peut-être de vulnérabilité ou de fragilité. Tout à fait. Et Puis c'est vrai qu'on est là autant pour la santé physique, parce qu'il y a les prises de sang, etc., mais il y a aussi des consultations infirmières où les patients peuvent parler, parce que c'est vrai qu'on ne va pas se le cacher, avec la pandémie, il y a eu aussi de l'isolement social, familial, etc. Donc, ils cherchent aussi, au sein de la clinique, un soutien. Et ils le trouvent aussi par l'alchimie qu'il peut y avoir au sein de l'équipe. Et les patients nous le disent assez fréquemment, en disant qu'on sent que ici, il y a une joie de vivre, vous êtes toujours de bonne humeur, on s'aide les uns les autres. Donc, c'est vrai que c'est une grande force dans notre milieu de pouvoir valoriser justement ce noyau entreprise fort. C'est vrai que je confirme. Ça se sent. Puis, tu sais, peu importe si on arrive le matin très, très tôt, il y a toujours cette aura lumineuse quand on entre. Je le confirme. Quand on parle de harcèlement psychologique, sexuel et tout ça, c'est comme des sujets qui font peur. On dirait qu'on a peur d'y toucher pratiquement, ou alors on sent que c'est lourd. Mais c'est pas obligé d'être des situations... il y a toutes sortes de gradations dans ce type de harcèlement, finalement. Puis souvent, ça commence parce que le terreau est fertile donc, en mettant en place une telle politique, en tout cas, vous allez découvrir probablement que ça va vous donner des guides aussi sur, peut-être, ça va mettre en mots, ça va coucher sur papier vos valeurs par la même occasion. Effectivement. Puis le respect. En préparant un peu l'entrevue, j'ai lu un peu au niveau du guide de la CNESST. Puis, c'est vrai que ça mettait en mots des choses qu'on ne pense pas forcément ou qu'on vit au quotidien, mais vu que c'est pas couché, qu'on s'y est pas attaché, c'est dur d'y revenir dans le fond. Puis vous, quelles sont les valeurs sur lesquelles justement vous avez, je ne sais pas si vous avez ça, souvent on va dans des entreprises, puis là ils ont leurs énoncés de mission, vision, valeur un peu partout. Ça serait quoi vos valeurs à vous chez Nomade Santé? Bien, au sein de l'équipe même, c'est la bienveillance, la communication qui est vraiment très importante. Puis on a quand même des vies entre les mains, même s'ils ne sont pas entre la vie et la mort, mais on a quand même des personnes humaines. Donc il y a quand même un cadre qu'il faut avoir. Et donc c'est vraiment bienveillance, communication, entraide, puis la famille, le respect aussi de la famille, famille, travail. Et puis, au niveau des patients, là, c'est des usagers, c'est vraiment dans le respect de la personne où c'est vraiment très important parce qu'on prend la personne dans sa globalité et il arrive avec sa problématique, puis on essaye pour lui de trouver des solutions. Puis on n'entrera pas dans les détails, je veux pas de détails croustillants ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est déjà arrivé que des gens que tu as senti que ça fait une différence de par justement l'attitude positive que vous avez, vous, quand vous nous accueillez? Quelqu'un qui est arrivé puis qui était peut-être, je veux dire, grognon, qui était négatif ou quoi que ce soit, puis qui est arrivé, puis... Alors, que ça a réussi à faire changer son... J'ai 2 exemples. Pour vrai, oui. En tête, j'en ai une, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, qui est arrivée à la clinique, puis qui était enceinte, puis qui venait pour son vaccin de grossesse. Là. Oui. Et en fait, elle venait d'apprendre qu'un membre de sa famille était atteint d'un cancer. Enfin, elle était vraiment pas bien, elle s'est mise à pleurer, puis je me suis posée avec elle. Je lui ai proposé quelque chose à boire, etc. Puis
je la sentais au fur et à mesure s'apaiser et elle est ressortie, elle était vraiment bien, puis elle nous a même laissé un commentaire, elle nous a rappelé après pour nous dire vraiment « Waouh, au niveau de l'accueil, vous avez pris le temps de m'accueillir comme j'étais. » Elle revient maintenant pour son bébé, pour ses vaccins. C'est beau! Donc, c'est vraiment chouette. Ça, c'est l'inverse, dans le fond, de l'incivilité. C'est ça. C'est vraiment... Mais je trouve ça beau, parce que c'est important de les mentionner, Oui. et de les raconter, ces belles histoires. Oui. Puis nous, Oui, ça, le pouvoir c'est ce qui confirme que notre manière d'être... La bienveillance. Eh bien, c'est ce qui gagne aussi au niveau des patients, parce que c'est pas des numéros, là. Ouais. Donc, ça. Puis la deuxième personne, c'est une personne un peu bougon. Et puis, depuis avril, on a un petit chien thérapeutique à la clinique. Oh oui! Et notre petite Twiggy. Et donc là, il l'a pris sur les genoux, puis c'est la première fois où il ressortait de la clinique avec un sourire jusqu'aux oreilles. Ben voyons. Donc, avec voilà, ce plus de notre chien, ça a fait la différence pour lui. Puis maintenant, il demande. On sait que quand il est à l'horaire, Twiggy va forcément être parmi nous parce que c'est une personne qui est isolée de sa famille, etc. Puis là, on le revoit repartir avec un sourire. Donc, voilà, cette bienveillance, elle est là vraiment pour toutes les personnes qui fréquentent Nomades Santé. Ah, c'est beau, mon Dieu. Je suis émue, mais parce que je trouve que c'est un exemple de l'inverse de ce dont on est en train de parler, d'une certaine façon. Tu sais, on parle de prévenir l'incivilité, puis prévenir le harcèlement, puis tout ça, mais je pense, c'est important la politique de mettre ça en place, c'est indéniable, mais aussi de penser encore plus loin que ça, puis de veiller à accueillir les gens justement avec bienveillance en tant qu'être humain. C'est encore mieux. Bien, le fait de les prendre comme êtres humains, c'est qu'on les prend aussi comme ils sont, puis on apprend à connaître nos patients. Ouais. Parce que, mine de rien, il y en a qui viennent juste une fois, mais il y en a, c'est vraiment plus régulier pour des prises de sang, pour des soins particuliers. Et de les connaître, puis qu'eux savent qu'on les connaît aussi. Ouais. Pour eux, ça leur apporte une importance. Ils sont importants pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans leur milieu familial. Donc, c'est ça. Oh, merci! Quelle belle rencontre! Merci infiniment! Bien, merci à toi, Julie.